Bem-vindos a mais uma edição do Relações Internacionais em Pauta. Esse é um projeto do IPRI, Instituto de Pesquisa em Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão. E hoje nós temos o grande prazer de receber a professora Catherine Huitol-de-Wenden, bonjour. Bonjour. E professora Virginie Guiraudon, bonjour. Bonjour. Catherine de Wenden e Virginie Guiraudon são professoras do Instituto de Estudos Políticos de Paris, conhecido como Sciences Po, e diretoras do CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica da França, e com várias obras, várias pesquisas, vários estudos publicados sobre o tema da imigração. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Donc encore une fois, merci beaucoup, nous sommes ravis de vous recevoir ici, bienvenue au Brésil. Merci. Donc je me tourne d'abord à vous, professeur de Wenden. J'ai ici un livre de Stefan Zweig, Brésil, terre d'avenir, et Zweig a écrit ce livre à peu près 42, et avant de ce livre, lorsqu'il était déjà installé au Brésil, il soulignait une chose que je sais que vous faites référence, n'est-ce pas, à cette remarque, et je le cite, « Le formidable recul qu'a subi le monde depuis la Première Guerre mondiale, dans le sens que les restrictions apportées à la liberté des mouvements des hommes. » Donc c'est une remarque très, très forte de Zweig que vous développez là-dessus. Donc vous faites référence à la mondialisation, n'est-ce pas, de l'immigration, et cela en contraste avec le fait que 2/3 des personnes dans le monde ne peuvent pas migrer. Donc dans ce sens-là, j'aimerais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un droit d'immigration qui se développe et quelles en seraient les perspectives? Alors en France, on distingue l'émigration, le fait de sortir de chez soi, et l'immigration, le fait d'entrer quelque part. Et le droit à l'émigration est un droit qui est devenu universel depuis 1990. En gros, depuis la chute du mur de Berlin, il y a très peu de pays aujourd'hui dans le monde d'où on ne peut pas sortir. Alors que pendant très longtemps, les gens étaient maintenus derrière ce qu'on appelait le rideau de fer, des frontières étanches. Certains pays du Sud aussi interdisaient à leur population de sortir, surtout quand c'était des dictatures. C'était le cas aussi en Europe du régime de Salazar. Pourquoi beaucoup de Portugais sont venus clandestinement, etc. Parce que dans le monde d'hier, pas celui de Stefan Zweig où les frontières étaient ouvertes, mais le monde d'avant-hier, si j'ose dire, la population était une richesse. Donc les pays les plus autoritaires interdisaient à l'essentiel de leur population de sortir parce que c'était une ressource agricole, une ressource fiscale et une ressource militaire. Et depuis 1990, on a eu une généralisation du droit de sortie, la possibilité d'avoir un passeport dans presque tous les pays du monde. Ça a été un changement considérable. Et cette pratique s'est appuyée sur des textes internationaux qui existent déjà, qui sont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui dit que tout homme a le droit de quitter un pays, y compris le sien, le droit d'asile, la Convention de Genève de 1951, le droit de sortir et de demander l'asile quelque part si on est persécuté ou si on a un risque fort de persécution. Également, deux éléments de la Convention de l'Organisation internationale du travail qui concerne le droit des travailleurs migrants. Ensuite, on a également la Convention sur les droits de l'enfant de 1989 qui reconnaît l'obligation de recueillir, éduquer, former les jeunes mineurs non accompagnés. Donc tous ces textes ont constitué une sorte de corpus du droit de sortie. En revanche, on est dans un monde où un de nos collègues belges dit c'est le pas suspendu de la cigogne, c'est-à-dire qu'on peut lever le pied pour sortir de chez soi. C'est un droit universel qui s'appuie sur des textes également philosophiques comme Kant, par exemple, la thématique du citoyen du monde, reprise par Zygmunt Bauman, un monde fluide, liquide, et puis d'autres textes également sur ce thème. Et puis en même temps, un droit d'entrée qui est soumis à la volonté des États. Donc il y a un paradoxe, on peut lever le pied mais on ne peut pas le poser ailleurs. Et c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où on a un droit d'émigrer qui s'est universalisé philosophiquement, juridiquement et dans la pratique,
et un droit d'immigrer qui s'est plutôt refermé, comme dit Stefan Zweig, sur les politiques des États d'immigration qui ont rendu très difficile, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le droit d'entrer quelque part. Donc il y a un certain paradoxe entre les deux, et il y a d'autres paradoxes qui prolongent cette contradiction, c'est-à-dire qu'on dit, les Nations Unies, le rapport du PNUD de 2009 dit que la migration, la mobilité est un facteur essentiel du développement humain, et comme vous le rappeliez tout à l'heure, les 2/3 de la population de la planète n'ont pas le droit de circuler librement. Donc là, il y a une contradiction essentielle. Contradiction entre un monde de plus en plus fondé sur l'économie libérale aussi, et puis finalement un monde où la politique d'immigration est fondée sur des questions essentiellement sécuritaires, de fermeture des frontières. Donc on a une sorte de globalisation contradictoire, comme dit Bruno Latour, notre collègue à Sciences Po, c'est-à-dire qu'en fait on a deux systèmes et deux pratiques qui ne coïncident pas l'un avec l'autre. Donc on a un droit d'émigrer, mais le droit d'immigrer est très problématique, comme on le voit dans la crise européenne actuelle à propos de l'accueil des réfugiés. Tout à fait, merci. Donc je me tourne maintenant à professeur Guy Rodon. Nous sommes en train de suivre avec une énorme préoccupation, n'est-ce pas, la crise actuelle des réfugiés. Dans quelle mesure cette crise bouleverse même les fondements du système Schengen, à votre avis? Alors, c'est une crise importante, évidemment, en termes de chiffres, et c'est aussi une crise humanitaire, puisque depuis 2000 en particulier, on compte les morts en Méditerranée ou dans la mer Égée. On en est à plus de 22 000 de personnes qui ont été identifiées. Une crise humanitaire aussi aux frontières, quand les gens sont bloqués, oui. Voire même dans des pays aussi développés que la France, quand ils sont en attente d'entrer dans une procédure d'asile. Donc c'est bien une crise humanitaire. Est-ce que c'est une crise de Schengen ou de l'Europe? On peut aussi le penser, puisque beaucoup de pays ont rétabli les frontières intérieures, oui. Alors que toute l'idée de Schengen, c'était de lever les frontières intérieures pour permettre une meilleure circulation des biens, des marchandises, mais aussi des personnes. Donc au départ, un petit club de cinq pays, la France, l'Allemagne et le Benelux, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, qui signent en 85 et puis un accord plus développé en 90. Et maintenant, énormément de pays, d'ailleurs au-delà de l'Union européenne, puisqu'il y a aussi la Suisse, la Norvège et l'Islande, mais par contre pas le Royaume-Uni et l'Irlande. Donc toute l'idée de cette libre circulation renvoie d'ailleurs à la contradiction dont on a parlé, c'est-à-dire que quand on est au sein de l'Europe, on a le droit à la mobilité, on encourage même, oui. Pas juste que les étudiants aillent faire un Erasmus dans un autre pays, mais ou que des retraités aillent anglais, même s'ils ne sont pas partis de Schengen, puissent s'installer dans le sud de l'Europe. Ça, on trouve ça absolument positif et formidable. Par contre, si on est extra-communautaire, comme on dit en Italie, si on est non-européen, là, on fait face à des frontières extérieures, donc les frontières extérieures de Schengen, et toute la problématique aujourd'hui de cette crise des réfugiés est effectivement le fait que depuis l'accord de 1990 de Schengen, on a mis l'essentiel des moyens et des instruments de cette politique d'immigration, d'asile et de frontières extérieures sur le renforcement des moyens pour empêcher l'arrivée des personnes en Europe. Il faut avoir un visa qui sera contrôlé par une compagnie maritime européenne. On va collaborer avec des régimes, maintenant la Turquie, auparavant la Libye, toujours aussi le Maroc ou d'autres pays africains, pour qu'eux-mêmes empêchent le droit des gens à émigrer, pour qu'ils empêchent les personnes, en particulier du sud du Sahara, d'émigrer. Donc tout ce qu'on a mis en place, y compris des opérations navales et maritimes importantes, menées en Méditerranée, coordonnées par une agence européenne qui s'appelle l'agence Frontex, a été pour empêcher l'arrivée, avec l'idée que si les gens arrivent, ils peuvent effectivement demander l'asile, et que ces gens-là, on ne veut pas forcément qu'ils viennent, et contrairement peut-être à une immigration plus qualifiée, et en sachant qu'une fois qu'ils arrivent, il y a un certain nombre de droits universels, de droits fondamentaux, qui vont les protéger, et qu'il sera difficile de les faire partir. Donc les fondamentaux de Schengen, c'est bien d'empêcher l'arrivée.
Que se passe-t-il quand malgré tout les gens arrivent? Donc ce système qui est fait pour qu'on les repousse dysfonctionne, et ce qu'on a vu, c'est qu'au final, ça crée évidemment énormément de tensions, parce qu'il y a en plus un autre accord qui est l'accord de Dublin, qui fait qu'en réalité on se renvoie la balle, c'est pas une politique solitaire, on se renvoie les migrants vers le pays où ils ont d'abord transité, donc ça crée un déséquilibre nord-sud. Il y a des tensions aussi entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, puisqu'il y a des régimes extraordinairement, comment dirais-je, qui ne respectent plus les droits de l'homme, comme en Hongrie, et qui font campagne sur des politiques de pureté ethnique, j'ai envie de dire, et nationalistes, et donc anti-émigrés. Donc là, quand le système ne marche plus, on voit que finalement, qui prend en charge la politique, qui est devant, c'est l'Allemagne, pas la France, parce qu'avant l'Europe c'était le couple franco-allemand, qui va recevoir la plupart des gens, mais qui prend aussi des initiatives aussi sécuritaires pour, par exemple, que la Turquie reprenne un certain nombre de réfugiés. Donc Schengen va continuer. Il y a des enjeux économiques qui font qu'on ne va pas remettre, et qu'on ne peut pas d'ailleurs refaire des frontières étanches entre la France et le Luxembourg, même l'Espagne et ses 100 points de frontière et la France. Mais par contre, on voit bien que ça a créé des tensions énormes dans un contexte de crise économique, juste après la crise de l'euro, alors qu'il y a une crise de légitimité politique de l'Europe en elle-même, de la construction européenne, avec des partis populistes et d'extrême droite. Donc il y a quand même un risque que cette crise ne fasse que rajouter à déjà ce qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire la méfiance des populations européennes envers ce processus de construction. Oui. De l'autre côté, à long terme, l'immigration peut être un facteur de développement. C'est quelque chose que vous travaillez aussi, n'est-ce pas? Vous avez écrit. Surtout d'autres de mes collègues qui ont travaillé là-dessus. Mais effectivement, l'OCDE, dans un rapport récent, a rappelé que la migration, et beaucoup d'autres rapports d'ailleurs, le PNUD notamment, qui avait fait un rapport en 2009 qui s'appelait « Lever les barrières ». L'immigration, la mobilité et l'immigration sont un facteur essentiel du développement humain. Développement humain au sens des critères d'Amartya Sen, l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Et toutes les analyses sur les pratiques des migrants, d'une part, les transferts de fonds, par exemple, montrent que c'est un facteur de développement humain, parce que cet argent, il va directement dans les familles, dans les régions de départ, et non pas de gouvernement à gouvernement, où on n'est pas toujours sûr de l'endroit où arrivent les dons, les aides au développement. Donc ça, c'est du développement humain. Aujourd'hui, on a plus de 400 milliards de dollars envoyés chaque année par les migrants dans leur pays d'origine. C'est plus de 4 fois l'aide publique au développement. Donc c'est un facteur essentiel du développement humain, pas du développement des États, mais du développement humain. Avec le risque que certaines régions ou certains pays deviennent un peu rentiers de leur migration, puisque dans certaines régions, le seul facteur de développement humain, c'est-à-dire meilleure scolarisation, meilleure santé, infrastructure en eau, en électricité, vient de l'argent des migrants. Il y a les Maliens, par exemple, sont extrêmement efficaces pour se cotiser, pour créer du développement humain dans des régions où il n'y a rien du tout. Donc, mais en Europe, on a tendance à penser que, en fait, le développement est plutôt une alternative à la migration. C'est-à-dire qu'il est très difficile en tant que chercheur d'expliquer que ça ne fonctionne pas comme solution finale à la migration pour l'arrêter définitivement, mais qu'au contraire, plus il y a de migration, plus il y a de développement humain dans les pays de départ, ce qui est la réalité que l'on constate aujourd'hui, surtout à court terme, à moyen terme, et qu'à long terme, les pays d'accueil sont gagnants. Il y a eu des quantités d'études qui ont été faites là-dessus, tous chiffres confondus, à continuer à ouvrir leurs frontières à la migration. Et dans ces travaux, ce qu'on fait valoir, c'est que beaucoup de ceux qui considèrent à tort que le développement est une alternative finale et définitive aux migrations se fondent sur l'analyse qu'ils font de l'arrêt des migrations de l'Europe du Sud vers l'Europe du Nord, qui est survenue en Europe dans les années 70, ou avant 60 selon les pays. Le cas de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, qui étaient des pays de départ vers les autres pays européens,
ont cessé de migrer quand il y a eu suffisamment de développement dans leur pays, quand il y a eu du décollage économique, quand il y a eu la démocratie, et aussi quand il y a eu l'aide européenne, quand ils sont entrés dans l'Union européenne. Sauf qu'au Sud, ça ne se passe pas du tout de la même façon. Il n'y a pas l'aide européenne. Les pays du Sud de l'Europe ne sont pas dans cette dynamique. Et très souvent, il y a donc une poursuite du phénomène migratoire parce que le développement, qui n'est pas toujours au rendez-vous, n'est nullement, au contraire, une alternative à la migration. Le développement crée la migration. C'est-à-dire que plus les gens sont à court terme, c'est ce que dit d'ailleurs l'OCDE, à court terme, plus il y a de développement, plus il y a de migration, parce que le développement, ça crée des gens plus scolarisés, plus urbains, plus informés, et qui ne veulent pas subir par fatalisme une situation qui ne peut durer toute leur vie. Donc ils prennent en main leur destinée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui aux frontières sud de l'Europe, à Lampedusa, sur les îles grecques, etc. Des gens qui se disent, indépendamment même des crises politiques graves comme celles qu'on a aujourd'hui, il faut partir. Il faut partir parce qu'il n'y a pas de solution à l'échelle d'une vie si on veut réaliser son projet. Donc ces gens sont beaucoup plus éduqués que leurs grands-parents ou parents qui sont venus comme manuels vers l'Europe et qui venaient parce qu'ils étaient appelés par les entreprises. Eux, c'est une décision individuelle et c'est un bon signe pour les populations des pays du Sud. C'est parfois un mauvais signe pour les États des pays du Sud, mais plus on ira vers cette dynamique de développement humain, plus on aura de migration, ce qui sera le cas du futur. Absolument. Professeur Guiraudon, deux de vos domaines de recherche plus importants sont dans la sociologie de l'Union européenne et le multiculturalisme. Bien sûr, on connaît les difficultés d'intégration dans les banlieues, n'est-ce pas, surtout de la jeunesse, et parfois des discriminations même qui soulèvent des tensions, n'est-ce pas, et tout ça peut former un bouillon de culture souvent favorable aux extrémistes. Et le multiculturalisme apporte une réponse très importante à ce défi. Le général de Gaulle avait la vision d'une France plus qu'européenne, plus qu'occidentale, vraiment une France élargie, disons, plus ouverte, n'est-ce pas, à cet univers multiculturel. J'aimerais vous poser la question suivante. Dans quelle mesure est-ce que cette vision s'appliquait seulement pour un peu justifier idéologiquement, n'est-ce pas, la construction des départements d'outre-mer, n'est-ce pas, dom-tom, et non pas forcément pour l'Hexagone même, c'est-à-dire l'intégration multiculturelle dans la France historique territoriale. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça ne commence pas avec le général de Gaulle. Ah bon? La France de la Troisième République, qui est une période où la colonisation française, évidemment, est importante. Elle commence avant, évidemment, l'Algérie, mais est un bon exemple, puisqu'on peut avoir quelqu'un comme Jules Ferry, qui tient un espèce de double discours. En France, tout le monde doit aller à l'école, pour apprendre les mêmes valeurs, les mêmes choses, la même langue. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, il y avait encore... On ne tolérait plus, justement, les patois et les langues régionales. On ne les tolère toujours pas. Donc, il y a un livre, d'ailleurs, extraordinaire de Eugène Weber qui s'appelle « Peasants into Frenchmen », avec l'école de Jules Ferry au XIXe siècle, et surtout, un peu plus tard, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, on a transformé la diversité française en une unité. C'est là où les gens sont vraiment devenus français. Et cette idéologie de la France une et indivisible, qui est dans notre Constitution, effectivement, empêche aujourd'hui de reconnaître qu'il y a des discriminations ethno-raciales, religieuses, qu'il y a donc des problèmes, ce qu'on appelle en français, qui à mon avis existe sans doute au Brésil et bien ailleurs, où on juge les gens à leur faciès, à leur couleur de peau, pour avoir un emploi ou un logement, mais les groupes n'existent pas, donc le multiculturalisme n'existe pas, et il est presque impossible de dire je suis discriminé à cause de ma couleur. Donc là, vous avez raison, c'est-à-dire
on a cette idée que la France universelle, elle, admet toutes les couleurs, donc c'est pas un problème d'être noir dans les dom-toms. Par contre, en France, on est colorblind, comme on dit en anglais. C'est difficile à traduire en français, mais voilà, la couleur, on est tous, on va dire, gris, ni blanc, ni noir. Et c'est vrai que cette contradiction fondamentale, d'ailleurs, qui n'est pas que est particulièrement française, parce qu'il y avait quand même d'autres pays qui ont reçu des immigrants, où il y avait une diversité régionale comme le Royaume-Uni, ou des pays comme la Belgique ou les Pays-Bas, qui étaient déjà, en fait, qui acceptaient les groupes et la diversité. On voit bien maintenant que c'est intenable et que cette non-reconnaissance des différences, cumulée à des problèmes de ségrégation urbaine, de chômage et de toutes sortes de problèmes sociaux, fait que les populations qui sont françaises, les descendants justement d'anciennes populations coloniales, ont l'impression qu'ils ne sont pas français, qu'on ne les prend pas pour les Français, qu'on ne les traite pas comme des Français, y compris non seulement s'ils sont dans les banlieues, mais s'ils sont diplômés, Bac+5, s'ils ont fait des écoles de commerce. Tiens. Et c'est aussi pour ça que depuis quelques années, alors on parle beaucoup de 2002, quand Jean-Marie Le Pen, donc du FN, du Front National, parti d'extrême droite, est arrivé au deuxième tour, où il y a eu pour la première fois une conscience noire en France, où justement des gens issus des dom-toms, des Caraïbes, et des gens plutôt de l'Afrique noire, ont commencé à s'organiser et à se mobiliser pour parler justement de ce problème de discrimination raciale. Donc si le général de Gaulle se retourne peut-être dans sa tombe à Colombey et les deux églises, mais on est dans une ère post-coloniale où pourtant on a encore donc cette contradiction de la République une et indivisible. Un dernier mot, il faut savoir qu'on a pendant longtemps eu une gestion néocoloniale des migrants en France. On cherchait, comme on faisait avec les indigènes, donc d'ailleurs un des mouvements s'appelle les indigènes de la République, un de ces mouvements qui revendiquent donc une conscience noire, on aimait bien, dans les banlieues, communistes ou autres, avoir des interlocuteurs de la communauté, comme on a dans d'autres pays. Avoir des grands frères qui allaient un petit peu s'occuper des jeunes et les calmer. Exactement sur du modèle de la colonie, où on avait un interlocuteur local qui devait un peu faire la paix sociale parmi son groupe. Donc cette mentalité coloniale, elle a été à un moment exportée vers la France. C'est peut-être un tabou, mais pourtant ça a bien été le cas. Génial. Bon, je vous remercie infiniment de votre témoignage, de votre visite. J'espère que vous puissiez revenir plus souvent au Brésil. Nous aussi. Nous aussi. Sentiment partagé. On vous attend. Bom, e com isso nós terminamos o programa de hoje do Relações Internacionais em Pauta. Muito obrigado a você que nos acompanha e até a próxima.